La règle du jeu est un peu différente ce soir parce que je vais tout faire. Je vais me présenter, je vais parler, je vais animer le débat et je vais passer les micros peut-être ou peut-être pas. Mais l'ensemble de l'administration du CNAM étant en voyage lointain en Asie, je vais donc me débrouiller avec vous et avec votre aide. Merci de votre présence pour ce Forum Europe que je fais moi-même à peu près une fois tous les 2 ans et que cette année j'ai appelé l'Europe de tous les dangers. Alors, dans quelques jours, je crois la semaine prochaine, nous allons fêter le 60e anniversaire des traités de Rome. Et j'ai regardé, comme ça, pour voir un peu comment évoluent les choses, la situation de l'Europe à la veille du 50e anniversaire des traités de Rome. Donc j'ai regardé à Berlin en 2007, avant la signature du 50e. Et là, évidemment, on était dans un autre monde. La crise économique n'avait pas eu lieu. Nous étions dans une prospérité à peu près continue, 3% de croissance moyenne. Le traité de Lisbonne venait d'être signé. Il n'était pas encore entré en vigueur, mais il venait d'être signé. L'élargissement était sur sa dynamique. On n'avait pas encore pris la Bulgarie et la Roumanie, mais c'était l'année d'élargissement. La paix régnait sur le continent européen. M. Poutine n'avait pas encore fait la guerre à la Géorgie. Et les 27, malgré tout, avaient signé une déclaration lors de ce Conseil de Berlin dont le titre était « L'Europe est notre avenir commun ». Ça, c'était il y a 10 ans. Quand on regarde aujourd'hui la situation de l'Europe à la veille du 60e anniversaire des traités de Rome, qui va donc se fêter le 25 mars à Rome, on est dans une situation évidemment très différente. L'heure n'est pas du tout à l'enthousiasme, l'heure est au désarroi, à l'incertitude, à la division parfois entre les Européens. Madame May a fait savoir qu'elle ne participerait pas aux cérémonies d'anniversaire, ce qui étonne certains, ce que je trouve personnellement tout à fait normal et décent même. Mais je doute qu'il y ait une grande déclaration disant que l'Europe est notre avenir commun. Je crois qu'on aurait beaucoup de mal aujourd'hui à faire signer aux chefs d'État et de gouvernement ce qu'on aura fait signer il y a exactement 10 ans. Donc ceci pour vous montrer à quel point les choses évoluent. Et nous sommes d'ailleurs dans une période d'accélération du temps politique, d'accélération de l'histoire tout à fait exceptionnelle. Pratiquement tous les 6 mois ou tous les ans, il se passe quelque chose en Europe et dans le monde qui rebat les cartes et qui nous oblige à revoir nos grilles d'analyse. Et donc, la question que l'on va traiter aujourd'hui, c'est le danger qui menace l'Union européenne. Est-ce que l'Europe est en danger ? La réponse est oui, en tout cas pour ce qui me concerne. Et donc je vais traiter ce point en 2 parties. La première sur les différentes menaces ou risques qui se présentent face à l'Union européenne. Et deuxième partie très classique sur les réponses possibles et souhaitables pour maintenir l'Europe en bonne santé pour son 70e anniversaire en 2027. Alors, première partie, l'Europe est en danger. Et je crois qu'il faut comprendre ce mot de 2 façons. Il y a évidemment les menaces traditionnelles, stratégiques. Je vais y revenir dans un instant. Des menaces qui concernent l'intégrité physique des citoyens et du territoire de l'Union européenne. Ça, c'est très classique. Quand on parle de menaces, on parle de menaces stratégiques. Mais il y a un autre type de menaces. Ce sont les menaces non pas stratégiques, mais politiques, qui ne remettent pas en cause l'intégrité physique, mais qui remettent en cause la solidité des fondements démocratiques de la construction européenne d'une part et de l'Europe d'autre part en général. Et donc c'est ces 2 types de dangers que je vais développer. La première, donc, première série de menaces, ce sont les menaces stratégiques, mais elles sont quand même tout à fait étonnantes parce que je crois que rarement l'Europe a été entourée de menaces aussi claires depuis la fin
de la guerre froide. Alors, il y a, je n'ai pas le temps de développer, mais vous avez tout un arc de crise qui s'étend de la Russie jusqu'à la ceinture sahélienne et qui fait que l'Europe est véritablement, ce qui caractérise aujourd'hui l'équation de sécurité de l'Europe, c'est qu'elle est confrontée à différents types de menaces simultanées, toutes très graves, et surtout toutes très durables, et pour lesquelles personne n'a le moindre idée, le moindre début de solution. Ça, c'est la situation de sécurité aujourd'hui en Europe, la coïncidence de menaces multiples, durables et sans solution. Si vous vous souvenez, en 2003, les Européens se divisaient parce qu'ils n'avaient pas la même vision de la solution de la question irakienne. Mais il y avait un débat. Certains disaient il faut envahir, d'autres disaient non, il faut faire des inspections dirigées par l'Agence internationale de l'énergie atomique, etc. Il y avait un débat. Aujourd'hui, sur la Russie, sur Daesh, sur la stabilisation du Sahel, il n'y a pas de division entre les Européens, il n'y a pas de divergence de vue, personne ne sait ce qu'on peut faire pour résoudre véritablement ces différentes crises. Alors je les reprends rapidement. D'abord la Russie. La Russie de M. Poutine est devenue un acteur dangereux pour la sécurité européenne, en tout cas pour certains des partenaires européens, ceux qui sont évidemment le plus sur la frontière orientale. Annexion donc de la Crimée, déstabilisation de l'Ukraine en 2013-2014. En 2016, par exemple, l'année dernière, l'OTAN a compté 144 incursions aériennes d'avions militaires russes sur l'espace aérien des pays de l'OTAN. Et donc, à chaque fois, les Mirage français ou les F-16 américains vont se placer à côté des avions russes en leur disant non, là, tu n'as pas le droit d'aller. Ils leur ramènent en dehors de l'espace aérien 144 incursions l'année dernière, des manœuvres avec des sous-marins nucléaires dans les eaux très proches des eaux territoriales françaises et britanniques. Donc, toute une série de gesticulations tout à fait importantes, des déstabilisations clandestines de l'Ukraine, des menaces qu'on appelle hybrides aujourd'hui dans le jargon stratégique, c'est-à-dire que ça ne seront jamais des agressions directes, mais des tentatives de déstabilisation, que ce soit par Internet, Twitter, etc., ou par des petits hommes camionneurs habillés en vert, soi-disant porteurs de denrées humanitaires, mais finalement plutôt membres des services secrets russes. Donc toute une politique de déstabilisation, pas d'agression, mais de déstabilisation de l'Est de l'Europe. Ça, c'est pour ce qui concerne la Russie. Au sud, comme vous le savez, une dislocation de l'équation stratégique du Levant, entre Irak, Syrie, Afghanistan, pardon, Libye aussi, et tout ça se prolonge jusque dans la bande sahélienne où vous avez à la fois des guerres interétatiques classiques, mais évidemment des guerres tribales, des guerres de religion, et le tout alimenté par des poussées terroristes, notamment du groupe Daesh, qui est aujourd'hui très affaibli territorialement, mais pas du tout affaibli sur le plan de la volonté d'en découdre avec les Occidentaux notamment. Et quand on continue vers l'Afrique, pareil, tout un continent qui, en dépit d'énormes promesses de développement économique, de croissance économique, un potentiel extraordinaire, est en train peut-être de perdre la bataille de la mondialisation parce que les logiques de déconstruction politique, de guerre civile, de terrorisme au sein du continent africain sont extrêmement rapides et peut-être vont avoir raison des logiques d'intégration économique. Quand vous regardez le site du Quai d'Orsay et que vous regardez les conseils aux voyageurs, vous avez maintenant toute une zone en rouge au sud de l'Europe qui est interdite ou déconseillée aux voyageurs et au tourisme. Et cette zone, elle va pratiquement de la Mauritanie jusqu'à l'Afghanistan, c'est-à-dire vraiment une très grande réduction de l'espace disponible, si je puis dire. Moi, je me souviens quand j'avais 20 ans, on allait passer nos vacances au sud pour essayer d'avoir un peu d'aventure désertique ou autre. Et toute cette zone aujourd'hui est déconseillée aux voyageurs. Et donc toute cette
frontières de l'Union européenne, que ce soit à l'Est. J'ai oublié de dire évidemment que les Russes avaient installé à Kaliningrad, ils ont réinstallé des missiles à Kaliningrad, donc dans cette zone qui est de propriété russe, mais qui est coincée entre nous et eux. Donc de la frontière nord-est en descendant vers le sud, toute une zone de très grande instabilité stratégique. Et je répète, personne n'a vraiment la moindre idée pour résoudre dans la durée ce type de crise. Et à cela, vous ajoutez à l'intérieur la menace terroriste dont les chiffres, le monsieur Gilles de Kerkhove, qui est le coordinateur du Conseil de l'Union européenne pour la lutte antiterroriste, parle de à peu près 5000 individus européens qui devraient revenir de Syrie ou d'Afghanistan ou d'Irak dans les années à venir. Donc un espèce de bataillon de 5000 djihadistes potentiellement de retour sur le territoire de l'Union européenne, et une menace terroriste qui a cette particularité d'être très essaimée dans le tissu social et géographique de l'Union européenne. Il n'y en a pas partout, mais il y en a dans beaucoup de pays, et parfois ce sont des cellules terroristes qui se réduisent à un individu. Deuxième, sur le plan intérieur, bien évidemment les réfugiés. Alors ce ne sont pas des menaces pour la sécurité de l'Union européenne, mais ils sont perçus par des menaces et ils sont utilisés par certains mouvements politiques comme des menaces à l'intégrité ou à l'identité culturelle des Européens. Et donc sur le plan intérieur, vous avez ce qu'on appelle aujourd'hui donc ce continuum, c'est-à-dire que le terrorisme et les réfugiés sont la manifestation à l'intérieur de l'Union européenne de conflits non résolus à l'extérieur de l'Union européenne. Et c'est ce qu'on appelle ce continuum de sécurité, avec ce paradoxe quand même des Européens. Nous n'avons jamais voulu vraiment intervenir à l'extérieur. Nous avons laissé les grandes puissances, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, faire le travail de stabilisation des crises extérieures. Les Européens, en tant qu'Européens, ont rarement pris la mesure et ont rarement pris la décision de devenir une puissance militaire au sens efficace du terme. Et donc le paradoxe aujourd'hui, c'est que notre abstention stratégique, notre volonté de ne pas intervenir, nous met paradoxalement en première ligne des effets en retour de conflits que nous n'avons pas voulu régler. Nous sommes en première ligne du terrorisme, nous sommes en première ligne pour les réfugiés, parce que nous avons cru être tranquilles et confortablement enfermés sous le parapluie américain, et on s'aperçoit qu'on est au contraire les premières victimes des effets en retour de certaines politiques américaines, en particulier l'invasion de l'Irak en 2003. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que rien n'existerait de tout ce qui se passe au Moyen-Orient si les États-Unis n'étaient pas intervenus en Irak en 2003. Et deuxième paradoxe, nous avions développé, nous Européens, toute une politique d'élargissement, de voisinage. Je vois Françoise de la Serre dans la salle qui connaît ça mieux que quiconque. Une politique de voisinage qui était censée élargir autour de l'Europe des cercles vertueux de démocratisation, de prospérité économique, donc de stabilisation. Et au lieu d'élargir notre sécurité et notre prospérité à l'extérieur, c'est l'extérieur qui nous envoie à nous des vagues, des cercles d'insécurité et même d'appauvrissement. Donc on est dans une situation stratégique de l'Europe qui est à la fois dangereuse et qui n'est pas véritablement brillante. Les Européens sont en partie responsables de l'état d'insécurité dans lequel se trouvent aujourd'hui les citoyens. Ça, c'est pour la partie menace stratégique. Et je répète, quand on accumule tout cela, ça fait quand même un niveau d'insécurité fort, aussi bien à l'intérieur sur le terrorisme qu'à l'extérieur, et les deux se nourrissant, bien sûr. Moins les crises extérieures, notamment au sud, seront résolues, plus le terrorisme y trouvera un terreau, et inversement, plus on interviendra à l'extérieur, plus également le terrorisme ou les réfugiés voudront venir chez nous. Et je ne parle même pas de l'immigration économique qui est devant nous. Quand vous regardez les chiffres de l'Afrique, la population africaine, c'est 1,1 milliard d'habitants. Nous, c'est 1,5
demi-milliard à peu près, 1,1 milliard d'habitants, à peu près 45% de la population de moins de 25 ans est au chômage, n'a pas de travail, donc entre 18 et 25 ans. Donc logiquement, les vagues d'immigration, elles sont devant nous, elles ne sont pas derrière nous. Mais je viens maintenant à la deuxième série de dangers pour l'Europe, qui s'ajoutent à ces dangers physiques, à ces dangers presque existentiels, c'est-à-dire des menaces réelles, militaires ou de déstabilisation interne. Et je n'ai pas parlé de la déstabilisation de la Russie dans les campagnes électorales, etc. Bon, bref, on pourra y revenir dans le débat si vous voulez. Mais à côté de ces menaces stratégiques assez traditionnelles, même si aujourd'hui elles sont plus importantes et plus nombreuses que d'habitude, il y a ce que j'appelle les menaces politiques, des menaces qui touchent non pas l'intégrité physique des Européens, mais la solidité de nos institutions démocratiques et européennes. Et ces menaces, bien sûr, moi je leur accorde une attention majeure, très très grande. Alors, quelles sont-elles? J'en ai plusieurs catégories de menaces. La première, c'est la plus connue, vous le savez, vous le voyez, c'est la montée en puissance partout sur le continent européen, mais pas seulement, la montée en puissance de mouvements populistes, d'extrême droite et anti-européens. Alors, je fais une parenthèse sur les mouvements populistes que l'on voit aujourd'hui. Tous les mouvements populistes ne sont pas contre la mondialisation. Mais ils sont tous anti-européens et anti-immigration. Par exemple, si vous prenez M. Geert Wilders, qui a perdu hier les élections aux Pays-Bas, donc le leader du parti vraiment d'extrême droite néerlandais, il est parfaitement ultra-libéral en économie. Il est pour l'entrée à toute allure dans la mondialisation, sans contrôle, la libéralisation, la dérégulation du système financier, etc. Mais il est anti-européen et anti-musulman. Et à l'inverse, vous avez d'autres mouvements populistes, comme le nôtre en France, le Front National, qui est à la fois anti-immigration, anti-européen et anti-mondialisation. Donc je ferme la parenthèse simplement pour dire qu'on met dans ce mot des choses extrêmement diverses, mais en tout cas, il y a aujourd'hui un péril démocratique avec la montée de ces mouvements populistes un peu partout en Europe. Alors, il y a bien sûr la bonne nouvelle de l'échec hier du mouvement du parti de M. Geert Wilders, mais je rappelle, chose qu'on ne sait pas ou qu'on ne veut pas avoir, les partis populistes anti-européens, anti-immigration sont au pouvoir dans plusieurs pays européens, notamment en Pologne, en Hongrie, en Slovaquie. Je vous rappelle que la première ministre Pologne a développé tout un mouvement de révolution contre-européenne, la révolution contre-européenne, partir en guerre contre l'Europe soviétique qui atteint la souveraineté de la Pologne. C'est évidemment des pays qui refusent de prendre le premier émigré possible, quel qu'il soit, le premier réfugié sur leur territoire, au nom de la pureté de la nation polonaise. Et c'est d'ailleurs très curieux de la part de la Pologne. Ils sont menacés par les Russes et en même temps plus autoritaires et pratiquement plus poutiniens que ne l'est aujourd'hui M. Poutine. Donc ils sont au pouvoir dans ces pays-là. Ils sont au pouvoir en Finlande. Le ministre des Affaires étrangères de Finlande, qui est aussi ministre de la Justice, est issu du parti d'extrême droite polonais. Le ministre des Affaires étrangères de Finlande. Ils ne sont pas au pouvoir, mais ils soutiennent le pouvoir au Danemark, en particulier. Ils sont au pouvoir, en Norvège. 7 ministres norvégiens sont issus des mouvements populistes. Ils sont au pouvoir en Suisse, dans la coalition gouvernementale. Et donc l'échec hier de ce mouvement aux Pays-Bas ne peut pas faire oublier que le mouvement existe, même s'il est parfois défait. Il a été défait en Autriche en décembre dernier, puisque ce sont les Verts qui ont été élus à la présidence de la République. Il a été défait hier aux Pays-Bas, mais c'est un mouvement qui est puissant, qui est ancré, et c'est un mouvement qui est parfaitement contraire aux valeurs démocratiques qui sont le fondement de l'Union européenne, parce que c'est un mouvement, ce sont des mouvements xénophobes, racistes, et puis surtout ce sont des mouvements, la plupart, pratiquement tout le temps, qui sont des mouvements anti-européens. Et donc pour l'Europe, comme je traite les dangers sur l'Europe, eh bien ça fait partie des dangers extrêmement puissants contre, non pas encore une fois l'intégrité physique, mais la structure politique même de l'Union européenne.
Oui, j'ai oublié de vous dire qu'ils soutiennent également le pouvoir, ou peut-être que je l'ai dit, au Danemark et en Finlande. Et quand vous voyez cette Europe du Nord, dont les taux de croissance sont formidables, dont les taux de chômage sont pratiquement nuls, qui sont des pays qui sont considérés comme des modèles de social-démocratie, de tolérance sur l'ensemble des questions de société, sur l'homosexualité, sur le genre, l'égalité homme-femme. Ce sont des pays qui ont été des modèles pendant toutes les années 90 et même 2000. Ce sont des pays qui se portent bien économiquement. Or, pourtant, les mouvements populistes, xénophobes et anti-européens se portent également très bien dans la plupart de ces pays. Donc ça, c'est un risque politique, à mon sens, majeur. Et je répète, il ne faut pas se fermer les yeux. Ce n'est pas parce qu'ils ont échoué en Autriche et aux Pays-Bas récemment que le problème est derrière nous. Ils sont au pouvoir déjà en Pologne, en Hongrie et en Slovaquie. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse, je ne comprends pas pourquoi l'Union européenne ne prend pas des mesures de rétorsion contre la Pologne, la Hongrie et la Slovaquie. J'ai regardé quand même la solidarité économique de l'Union européenne vis-à-vis de la Pologne. La Pologne est éligible aux fonds structurels. Vous savez, c'est un programme de financement qui, au sein de l'Union européenne, permet de réduire le déséquilibre entre les régions riches et les régions pauvres de l'Union européenne. Donc, dans le budget de l'Union européenne, qui est un budget de 7 ans, il y a des fonds qui sont destinés à atténuer les divergences entre les riches et les pauvres, ce qui est un modèle de gouvernance parfaitement extraordinaire. Et la Pologne, donc, qui est un pays effectivement plus pauvre que l'Allemagne et que la France, est éligible aux fonds structurels. Alors, et donc, pourquoi je ne le retrouve pas ? Bon, je ne le retrouve pas, mais je le sais de mémoire. Pour les 7 ans à venir, donc pour le budget 2014-2020, qui est le budget qui est en cours d'exécution aujourd'hui de l'Union européenne, la Pologne va toucher pour les 7 ans 72 milliards d'euros de fonds structurels, 72 milliards d'euros de fonds structurels au titre de la solidarité économique, qui est une des règles de base de la construction européenne. Et en échange de cette solidarité économique, la Pologne refuse de prendre un réfugié. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la maison européenne, et après, il ne faut pas s'étonner que les citoyens considèrent que ça ne marche pas. Je ferme la parenthèse. Ça, c'est le premier risque. C'est un risque politique très grave pour l'Union européenne, la montée en puissance de ces mouvements xénophobes et anti-européens. Le deuxième risque, c'est la montée, c'est la même chose, mais à l'extérieur de l'Europe. C'est la montée de l'autoritarisme politique. Certains appellent ça des démocratures, c'est-à-dire non pas vraiment des dictatures, plus du tout des démocraties, mais on a fait cette espèce de mot valise, des démocratures. Je crois que c'est Nicolas Bavrez, qui est un intellectuel français plutôt de droite, mais très brillant, qui a inventé ce mot. Je n'en suis pas sûre, mais je crois que c'est lui qui a la paternité de cela. Et donc, deuxième risque politique pour l'Europe, c'est la montée autour de l'Europe de mouvements, de gouvernements autoritaires, voire dictatoriaux. Et évidemment, je pointe ici la Russie, mais la Russie, d'une certaine façon, on est habitué, parce que depuis les tsars, on sait que la Russie n'a jamais été une vraie démocratie, mais c'est surtout la Turquie, qui est aujourd'hui un véritable danger pour l'avenir démocratique du continent. Et là, je voudrais quand même faire quelques rappels. Depuis le coup d'État donc de juin-juillet 2016, les derniers chiffres que moi j'ai trouvés, c'est 100 000 limogeages de fonctionnaires, 40 000 arrestations arbitraires, 45 journaux fermés, 12 médias de télévision fermés, et la moitié des pilotes de chasse de l'armée turque limogés, toujours pour complicité avec le coup d'État. Et donc, on a une Turquie aujourd'hui qui est un pays
qui devient une dictature. Il n'y a pas d'autre mot. En termes démocratiques, ça n'existe pas. Le droit d'arrestation arbitraire, le droit d'emprisonnement sans jugement, le droit de limogeage d'un fonctionnaire sous prétexte qu'il ne plaît pas au pouvoir, ça ne sont pas des principes de la démocratie. Et donc la Turquie est devenue une dictature. Or, la Turquie est notre allié dans l'OTAN. La Turquie est membre de l'OTAN, au même titre que la France, la Pologne et les autres, et au titre de l'article 5 de l'OTAN, nous lui devons aide et assistance si elle est attaquée. Autrement dit, nous devons être prêts à mourir pour la Turquie si la Turquie est menacée. Et c'est en fonction de cette solidarité militaire, je crois, que les pays européens, pour l'instant, ne critique pas trop M. Erdogan. Alors, on refuse à ses ministres d'entrer sur certains territoires, donc ce qu'ont fait l'Allemagne, les Pays-Bas, les Suédois, la Suisse ont refusé l'entrée récente de ministres de M. Erdogan qui viennent faire des meetings dans les pays où se trouvent des fortes minorités turques de façon à les amener à voter pour un référendum qu'il fait le 5 avril, de façon à conforter encore ses pouvoirs, à lui donner les pleins pouvoirs de dictateur. Donc, on refuse, la France entre guillemets a accepté la venue des ministres, mais en gros en Europe on refuse l'arrivée des ministres turcs, mais il n'y a pas de condamnation collective, globale de l'évolution du régime turc qui est un régime de dictature pure. Et c'est comment dire, un silence coupable de la part des Européens qu'on peut comprendre. Les raisons qui sont évoquées, c'est que premièrement, la Turquie est membre de l'OTAN, comme je vous l'ai dit, donc bon, voilà, c'est difficile de se passer de ce pays. Moi, je ressors régulièrement, non pas l'article 5 de l'OTAN qui nous lie à la Turquie, mais le préambule de l'OTAN qui dit que les États membres sont déterminés à sauvegarder la liberté de leur peuple, leur héritage commun et leur civilisation, fondée sur les principes de la démocratie, les libertés individuelles et le règne du droit. Et c'est pour ça qu'on s'est mis ensemble pour se battre, c'est pour défendre ce système-là. Si un pays membre lui-même ne remet en cause ce système, je trouve qu'il y a quand même matière à réflexion et à condamnation, mais on ne le fait pas pour cette raison. L'Amérique aussi, je vous signale, est parfaitement silencieuse sur l'évolution de la Turquie. Et deuxième raison pour laquelle on ne fait rien, c'est la question des réfugiés. Vous savez qu'on a passé un accord l'année dernière, en mai 2016, avec les Turcs pour qu'ils gardent sur leur territoire 2,5 millions, comment on dit, 2,5 millions de réfugiés, notamment une grande majorité syrienne, en échange de 3 milliards d'euros que l'on leur donne et de l'accélération des négociations d'entrée à l'Union européenne. Et donc, une espèce j'ai pas le temps de développer la question turque, mais c'est vraiment pas aujourd'hui au crédit de l'Union européenne, et c'est un danger. Le danger, il est double. Il est d'être entouré de pays dictatoriaux comme la Russie et la Turquie, et le deuxième danger, c'est de ne rien oser dire, c'est-à-dire d'être soumis à l'intimidation politique au nom d'intérêts qui sont effectivement au nom de questions difficiles à résoudre. Je ne dis pas que c'est facile de résoudre la question des réfugiés, mais ce qui n'est pas normal, c'est qu'il n'y ait pas une position commune des Européens sur l'attitude à tenir vis-à-vis de la Turquie. Je me dépêche parce que sinon je suis trop bavarde, comme d'habitude. Troisième défi politique, alors c'est évidemment le Brexit. Le Brexit, c'est une rupture non pas de la sécurité de l'Union européenne, mais de l'intégrité physique de l'Union européenne, puisqu'un morceau va partir, et sans doute Madame May activera officiellement l'article 50 du traité qui lui permet de sortir la semaine prochaine. Apparemment, ils veulent attendre que les négociations, que la célébration du 25 mars soit passée, donc ce sera sans doute le 27, mais à partir du 27 mars, donc la semaine prochaine, la dynamique sera enclenchée, et donc le Brexit est pour l'Union européenne un danger politique majeur, non pas parce que ça a eu lieu, on est obligé d'en prendre acte, mais parce que cela montre que la construction européenne n'est pas irréversible, que ce n'est pas un acquis du XXe siècle, que ça doit être un combat
constant, qu'il n'y a absolument rien d'automatique ni de logique dans la continuation de la construction européenne, et donc il y a un danger intérieur de remise en cause, voire d'effets dominos. Tous les partis populistes dont je parlais il y a un instant ont à leur programme des référendums de sortie de l'Union européenne ou de l'euro pour ceux qui en sont membres. Donc c'était le cas aux Pays-Bas. M. Geert Wilders avait dit qu'il ferait un référendum sur la sortie de l'euro s'il gagnait les élections. En France, comme vous le savez, c'est au programme du Front National, et il y a donc là une menace pour non seulement le fonctionnement des institutions européennes, mais pour la dynamique même de la construction européenne, si aujourd'hui la dynamique n'est plus une dynamique d'élargissement, mais au contraire une dynamique de rétrécissement souverainiste. Quatrième danger. Alors évidemment, vous avez vu que depuis le début, je caricature un peu les choses parce que j'ai toujours pensé que dans mes activités professorales, il faut caricaturer pour que ça passe. Quatrième danger politique, le danger américain. Moi, je considère que M. Trump, dans ses moments de divagation, parce qu'il a parfois des moments comment dire, de normalité, mais dans ces moments de divagation est une menace pour l'Union européenne, et d'ailleurs il ne s'en cache pas. Il appelle l'Union européenne ce consortium, c'est-à-dire une métaphore parfaitement business, quoi. C'est tout ce qu'il sait faire, du business. Donc il trouve que le Brexit c'est formidable, que l'avenir de l'Europe devrait être le nationalisme, que l'Europe est une entreprise au service de l'Allemagne uniquement. Or, comme l'Allemagne est la première industrie automobile au monde devant l'industrie américaine, évidemment, il n'aime pas. Et donc, il y a très clairement dit tout à fait officiellement de la part de M. Trump, je ne dis pas de la part du département d'État ou des Américains, mais de la part de l'individu président Donald Trump, une volonté de désintégrer l'Union européenne, c'est-à-dire d'appuyer, d'activer tout ce qui pourrait encourager d'autres Brexit, parce que c'est l'intérêt commercial bien compris des États-Unis de casser ce qu'ils n'ont pas pu éviter il y a 20 ans, c'est-à-dire le grand marché unique, et peut-être s'ils le peuvent, l'euro, qui est quand même aujourd'hui la deuxième monnaie de réserve du monde. Aujourd'hui, après le dollar, les investisseurs, qu'ils soient privés ou publics, la deuxième monnaie rassurante qui sert de réserve mondiale, c'est l'euro. Aujourd'hui, 24% des réserves de change dans le monde se font en euros. Donc c'est un succès absolument spectaculaire. Et donc M. Trump est un danger pour l'intégrité et l'intégration européenne pour des raisons qui n'ont strictement rien d'idéologique, pour des raisons commerciales. C'est une concurrence. Je pense qu'il y a quand même un peu d'idéologie avec cette idée que tout ce qui est une puissance qui pourrait faire de l'ombre à la puissance américaine n'est pas bien. Le slogan, l'objectif de M. Trump, c'est l'Amérique d'abord et l'Amérique seule, et donc tout ce qui peut faire concurrence ou de l'ombre à cette puissance américaine est une menace. Et donc, moi, je considère que la menace américaine dans les années à venir va être réelle. Pas tellement pour des raisons de sécurité. On a beaucoup parler de ses déclarations sur l'OTAN, sur le fait que l'OTAN c'était obsolète, ça coûtait trop cher, que peut-être il faudrait voir. Il a dit aussi qu'après tout, en Asie, il faudrait voir si les Japonais ne feraient pas mieux d'avoir l'arme nucléaire, enfin vraiment n'importe quoi. Mais donc moi, ce n'est pas tellement ça qui m'inquiète, parce que je ne crois que les États-Unis ont encore des intérêts stratégiques très très puissants en Europe, donc je ne crois pas qu'il va sortir de l'OTAN, mais c'est plutôt cette attaque en règle contre l'idée qu'il y a quelque chose de mieux que les nations, qui est une union de nations. Et je crois que cela, la diplomatie américaine va s'acharner à le démontrer, ne serait-ce que parce que, alors je ne parle même pas de ces attaques contre le libéralisme économique, M. Trump est un protectionniste moderne, ce qui est assez extraordinaire aujourd'hui, c'est de voir les États-Unis qui depuis 2 siècles sont les défenseurs des 2 piliers du monde occidental, c'est-à-dire le libéralisme économique d'un côté et la démocratie de l'autre. Aujourd'hui, les États-Unis sont le pays qui remet en cause ces 2 piliers très ouvertement. M. Trump n'aime pas
le libéralisme économique, n'aime pas le multilatéralisme, il veut rétablir du protectionnisme, des droits de douane, des frontières, etc. Et M. Trump, il aime la démocratie pour l'Amérique, mais il n'a aucune intention de continuer à axer une partie de la politique étrangère des États-Unis sur la défense des droits de l'homme partout dans le monde. Ça, c'est terminé et c'est une très mauvaise nouvelle pour tous les mouvements démocrates de la planète. Et donc, on a cette Amérique aujourd'hui qui est menaçante, non seulement parce qu'elle est vraiment menaçante contre l'Europe, mais parce qu'elle remet en cause les fondements même de notre puissance d'occidentaux, c'est-à-dire le libéralisme économique et la démocratie. Et si donc même l'Amérique le remet en cause, vous imaginez ce que les Chinois et tous les autres perturbateurs locaux pourront faire. Sauf sur le plan économique, il y a eu quand même on vit quand même une époque formidable. À Davos, il y a quelques mois, il y a un mois, qui est la grande réunion de tous les chefs d'État et des patrons d'entreprises, à Davos l'année dernière, il y a 2 mois, c'est la Chine, c'est le président chinois qui s'est fait le défenseur du libéralisme économique à la place des États-Unis. C'est quand même le monde à l'envers. Et donc ça, c'est un 4e danger. Et le dernier danger, c'est bien évidemment la désaffection des citoyens, la crise de l'adhésion citoyenne, ce qui est la conséquence de tout ça. Les gens ont peur, les gens ne comprennent rien à rien, voient que le monde devient de plus en plus dangereux, que l'Europe est complètement absente. Et je suis allé voir les derniers chiffres du dernier sondage Eurobaromètre qui date de novembre 2016. Alors, une majorité quand même de citoyens, 53%, pensent que faire partie de l'Union européenne, c'est positif pour leur pays. Alors c'est moins 2 points par rapport à 2015, mais ça reste quand même une majorité. On est à 53% de gens qui pensent que c'est une bonne chose de faire partie de l'Union européenne. En France, c'est 48% la réponse, mais la moyenne est à 53%. Mais quand on pose la question après quels sont pour vous les fondements de l'identité européenne, 50% des gens répondent que c'est la démocratie et la liberté, donc ça c'est plutôt rassurant. Mais l'euro, qui jusqu'à maintenant dans ces sondages faisait partie des éléments d'identité européenne, l'euro dégringole à 33%, donc moins 6 points par rapport à 2015. Il y a 6% de gens en moins par rapport à 2015 qui trouvent que l'euro fait partie de l'identité européenne. Et en France, ils sont 39% encore à dire que l'euro fait partie de leur identité. Et quant à l'avenir, alors là, c'est là où c'est plutôt inquiétant, 54% des personnes interrogées pensent que dans l'Union européenne, les choses vont dans la mauvaise direction. 54%, c'est plus 13% par rapport à 2015, sur un an. Et en France, 72% pensent que l'Europe va dans la mauvaise direction et 81% pensent que la France va dans la mauvaise direction. Vous savez tous que les Français sont depuis longtemps les peuples les plus déprimés de la Terre, mais là, on a la comparaison avec l'ensemble des pays européens et on vérifie l'inquiétude française, non seulement sur l'avenir de l'Europe, mais sur l'avenir de la France elle-même. Mais en tout cas, tout ça pour vous montrer que les citoyens continuent d'être contents de faire partie de l'Europe, mais sont de plus en plus inquiets des évolutions que cela peut prendre. Et donc, j'arrête là ma première partie. Pour passer à la deuxième, qu'est-ce qu'on fait maintenant face à ces menaces stratégiques, face à ces menaces politiques? Quelles sont les réponses possibles? Alors, il y a 2 attitudes. Il y a l'attitude du déni et il y a l'attitude du sursaut. Le déni, c'est, je crois, aujourd'hui l'attitude la plus partagée au sein des instances dirigeantes de l'Union européenne. Le déni, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas voir la réalité telle qu'elle est. Ça veut dire ne pas croire vraiment que le Brexit va avoir lieu parce que c'est tellement compliqué, ça va être tellement terrible pour les Anglais et pour nous, ça va être une telle affaire que ça ne se fera pas. Ne pas croire vraiment que Trump est une menace pour l'Europe, parce qu'après tout, c'est l'Amérique, parce qu'il y a des contre-pouvoirs, parce qu'on ne le laissera pas faire, parce que la société américaine est une société démocratique. Donc, ne pas croire à ces sirènes alarmistes sur la politique de M. Trump. Ne pas croire que la Russie, finalement, va oser franchir le pas de ses gesticulations un peu délirantes au nord et dans les eaux
extraterritorial de l'Union européenne. Autrement dit, ne pas croire, bien sûr, que les mouvements d'extrême droite vont arriver au pouvoir, y compris dans ce pays. Toute une attitude de déni que je comprends très très bien, parce que on vit depuis 3 ans une accumulation de révolutions tellement folle. Le Brexit, Trump, l'agression de Poutine, la montée de l'extrême droite. Enfin, en 2 ou 3 ans, un paysage tellement bouleversé que c'est très difficile d'accepter que le monde a ce point changé. Et donc cette attitude du déni, c'est celle aujourd'hui qui est l'attitude générale de nos dirigeants européens. Alors bien sûr, ils font des conseils, des sommets pour dire il faut réagir, il faut, après Bratislava, il faut un sursaut européen, il faut véritablement relancer la machine européenne. Mais il ne se passe pas grand-chose. Et quand on regarde les textes qui sont prévus pour l'anniversaire, le 60e anniversaire, le 25 mars prochain, je vous conseille de ne pas attendre un vrai sursaut européen, ni des idées absolument aptes à relancer la machine et surtout à relancer une adhésion des citoyens. C'est Jacques Delors qui disait à une époque, il disait, ce qui est difficile avec l'Europe, c'est qu'on ne tombe pas amoureux du marché unique. Et c'est vrai, c'est difficile de tomber amoureux du marché unique. Et donc il faut trouver quelque chose qui redonne aux citoyens européens l'envie de continuer cette construction. Et donc dans cette première partie de réponse, enfin dans cette option possible qui est l'option que j'appelle du déni, qui est celle du statu quo. Alors on parle beaucoup, on dit qu'on va faire de l'Europe à plusieurs vitesses, etc., qu'on va faire de l'Europe de la défense. Bon, mais il ne se passe pas grand-chose. Le mini-sommet qui a eu lieu la semaine dernière à l'initiative de la France avec l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne a accouché d'une solution qui est vieille depuis 20 ans, qui est de faire l'Europe à plusieurs vitesses. Et on ne voit pas très bien comment les Européens pourraient tomber amoureux d'une plusieurs vitesses. C'est pas exactement ça dont ils ont besoin. De même, un article du président de la République dans Le Monde la semaine dernière disant on va refonder l'Europe sur la défense. Bon, peut-être. Et ce qui sort de tout cela, c'est la création d'un mini-commandement, même pas opérationnel, à moitié militaire, à moitié civil, qui s'appelle le MPCC, auquel personne ne comprend rien. Si c'est ça la refondation du projet européen sur la défense, je crois qu'on peut mieux faire. Donc je crois que cette attitude du déni, elle est à mon avis, une très grande tentation. Elle est aujourd'hui l'attitude générale en Europe, en dépit des discours que l'on entend, parce que c'est effectivement très difficile d'articuler en quelques mois une alternative à ce que l'Europe sait faire depuis toujours, c'est-à-dire l'intégration du marché unique. Il y a une deuxième option qui pourtant serait plus nécessaire. Dans la tentative du déni aussi, je crois qu'une des raisons pour lesquelles les chefs d'État et de gouvernement ont peur d'aller trop loin, une des raisons, c'est par la peur de précipiter ce que l'on veut justement éviter. Par exemple, la défense européenne. Certains se disent, mais si vraiment, à cause de Trump, on fait une défense commune, on va amener les Américains à quitter encore plus vite le terrain européen parce qu'ils vont se dire, bon ben très bien, les Européens se débrouillent maintenant tout seuls, rentrons chez nous, encore plus, l'Amérique first et l'Amérique alone. Et donc, il y a toute une partie de politique européenne qui pays préfère plutôt le statu quo par peur que certaines décisions que pourtant la plupart des pays soutiennent, que certaines décisions pourraient avoir un effet encore pire que le problème auquel elles sont censées remédier. Et ça, je crois que c'est vrai pour la défense européenne. En dépit de tout ce qu'on entend, bien évidemment, ils ne vont rien faire par peur de précipiter le départ américain dont parle M. Trump. La deuxième attitude, et je terminerai par là, c'est ce qu'on appelle le sursaut, la refondation du projet européen. Et là, il faut faire une petite critique des pères fondateurs. Je crois que quand les pères fondateurs, Monnet et Schuman, ont inventé l'Europe au début des années 50, ils avaient une idée qui était de dire on ne va pas faire un grand projet politique parce que ça, les États ne seront pas d'accord, la France, n'en parlons pas, etc., etc. On va faire ce qu'on a appelé des
intégrations de fait, des petites réalisations, des petits pas dans l'intégration, et petit à petit, la somme de ces intégrations sectorielles, finalement, débouchera sur une intégration politique. Ça, c'est le pari de base de la construction européenne. On laisse tomber la politique, on fait du technique, on fait de l'intégration. Alors d'abord la politique agricole commune, ensuite l'union douanière, ensuite le marché, ensuite la sécurité, Schengen, etc. Ensuite la monnaie, l'euro. Souvenez-vous que l'euro, quand elle rentre en vigueur, les gens, toute une partie des gens, et moi-même à l'époque, disaient mais l'euro c'est une intégration tellement énorme monétaire entre les États que bien sûr l'euro va amener presque naturellement la création d'une intégration politique. L'union monétaire va créer de l'union politique. Et je crois que ça, c'est faux. Je crois qu'il faut reconnaître que c'est une erreur, qu'il n'y a pas, en tout cas, c'est un peu la problématique qu'il y a dans le livre que je viens d'écrire avec Pascal Lamy. En tout cas, c'est la thèse que moi je défends. Lui, il est plus convaincu qu'à terme, finalement, l'intégration économique va créer de l'intégration politique. Moi, je crois que c'est faux. Je crois qu'il y a une étanchéité totale entre les dynamiques économiques et les dynamiques politiques, et que l'Europe, c'est comme le monde. En Europe, vous avez un marché unique, 28 États. Dans le monde, vous avez un marché mondial, 192 États. Et vous avez une distorsion, enfin une étanchéité très grande entre les logiques économiques, qui sont des logiques d'intégration, de rapprochement des sociétés, des consommateurs, des producteurs, etc. Et les logiques politiques, qui sont des logiques de division, d'affrontement, de séparation des citoyens, des cultures, des religions. Et vous avez le même phénomène au niveau du monde qu'au niveau de l'Europe. Et toute la question de l'avenir de l'Europe, vous allez voir pourquoi je développe un peu ce point, toute la question pour l'avenir de l'Europe, c'est de savoir si l'intégration économique va finalement être assez forte pour produire de l'intégration politique. Autrement dit, est-ce que le pari de monnaie va se réaliser ? Ou est-ce que c'est au contraire les dynamiques de désintégration politique, le Brexit, le populisme, qui vont être tellement fortes qu'elles vont remettre en cause l'intégration économique et notamment l'euro? C'est ça la question européenne. C'est une course de vitesse entre l'intégration économique et la désintégration politique. Et qui va gagner? Vraiment, on ne sait pas. Moi, je préfère croire que les forces de désintégration politique ne seront pas plus fortes que les forces d'intégration économique, mais en tout cas, la question est là. L'enjeu, il est absolument là. Les Anglais ont quitté le Brexit, ont quitté l'Union européenne, c'est un problème britannique. C'est d'abord une catastrophe britannique, ce n'est pas une catastrophe pour l'Union européenne. C'est dommage, mais ce n'est pas une catastrophe. Mais si la France quitte l'Union européenne et l'euro, c'est non seulement une décision française, mais ça a des répercussions sur l'ensemble des autres pays. C'est presque une atteinte à la souveraineté des autres pays européens qui voudraient rester en Europe, mais il n'y aura plus d'Europe pour pouvoir rester. Et donc on est dans cette tension très forte et la solution, enfin une des solutions possibles, c'est de reconnaître, d'accepter de reconnaître que la logique économique ne suffit pas, que la logique économique ne créera pas de l'adhésion européenne, ne créera pas un peuple européen, ne créera pas une identification des citoyens à l'Union européenne. Et donc il faut remettre du politique. Si la logique économique n'est pas suffisante pour créer un sentiment de vouloir vivre ensemble, comme dit encore Delors, alors il faut remettre de la logique politique, qui soit non pas une logique de désintégration, mais une logique au contraire de solidarité. Et je crois que la seule façon de relancer l'Europe aujourd'hui, c'est de remettre de la politique au cœur de l'Union européenne. Et ça veut dire deux choses. En politique intérieure, ça veut dire que l'Europe doit être, à mon sens, l'acteur qui compense les chocs de la mondialisation. Autrement dit, aujourd'hui en Europe, il y a des gagnants et des perdants. Il faut que l'Europe soit du côté des perdants et non pas du côté des gagnants, comme elle a été jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, l'Union européenne favorise les gagnants de la mondialisation, les grandes entreprises, les marchés, les bourses, les finances, ce qui est très bien. Ça fait de la prospérité, bien sûr, collective. Je ne suis pas contre. Mais elle a oublié les perdants de la mondialisation, c'est-à-dire les chômeurs, le chômage des jeunes,
les métiers, les professions qui vont disparaître de facto parce que la robotisation, parce qu'on n'en aura plus besoin. Aux États-Unis, par exemple, il y a pratiquement déjà des études sont faites qui montrent que dans 10 ans, il y aura plus, la profession de chauffeur routier n'existera plus pratiquement parce que le transport des marchandises sur terre, enfin sur les routes, se fera de façon pratiquement totalement automatisée. Et donc, si l'Europe ne prend pas cette tâche politique à l'intérieur, qui est d'être le redistributeur de la richesse, d'essayer d'amoindrir les chocs de la mondialisation, de réduire les inégalités de revenus entre les riches et les pauvres au sein de l'Union européenne, si elle ne fait pas ça, elle ne retrouvera pas la légitimité auprès des citoyens européens. Et c'est ce que j'appelle donc une Europe politique, c'est-à-dire une Europe qui prend à bras-le-corps la question de la redistribution de la richesse. Jusqu'à maintenant, c'est les États qui font ça. Vous savez qu'il n'y a pas d'Europe sociale. Les États n'ont jamais voulu que le budget européen fasse du social. C'est considéré comme une prérogative des États. Je crois que c'est une erreur. Si on veut que l'Europe convainc les gens, qu'elle a une valeur ajoutée dans la mondialisation, il faut qu'elle reprenne le chantier de la dimension sociale et qu'elle le reprenne non pas en faisant je ne sais combien de règlements sur le droit des travailleurs, mais en faisant des budgets de redistribution des richesses accumulées, donc un budget social pour redistribuer aux catégories socio-professionnelles qui perdent dans la mondialisation, parce que la mondialisation, c'est l'enrichissement des États, mais l'appauvrissement d'une partie des classes moyennes dans ces mêmes États. Et au lieu de donner peut-être 70 milliards d'euros pendant 7 ans à la Pologne, on ferait mieux peut-être de créer un fonds de redistribution sociale de 70 milliards d'euros pour en particulier le chômage des jeunes. C'est une idée que je lance comme ça, mais je crois que si on ne met pas du politique dans l'Union européenne, on ne gagnera pas la bataille. Ça n'est pas en approfondissant le marché unique, c'est très bien de faire un gouvernement de la zone euro, un budget de la zone euro, tout ça est parfait, mais ça reste la même Europe, l'Europe technocratique des gagnants de la mondialisation. Or, il faut qu'elle s'attaque au fait, qui est un fait absolument irréfutable, et Dieu sait que je suis pour la mondialisation et pour l'Europe, mais le fait irréfutable, c'est que la mondialisation enrichit les pays et accroît les inégalités de richesse au sein de ces pays. Ça, c'est presque une règle d'or de la mondialisation. La France est de plus en plus riche, mais les inégalités de richesse sont de plus en plus grandes dans tous les pays industrialisés. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, il faut remettre de la politique à l'extérieur, dans notre politique extérieure. C'est-à-dire, au lieu de se contenter de regarder ces crises qui s'accumulent, ces politiques américaines qu'on déteste, mais qu'on n'arrive absolument pas à contrecarrer, eh bien, il faut que les Européens reprennent le chantier d'une véritable politique extérieure commune, avec, si besoin, des moyens militaires, mais pas forcément des moyens militaires. On ne va pas régler le conflit israélo-palestinien avec une armée européenne, ça n'a pas de sens. Mais donc il faut reprendre une politique de sécurité globale. Moi, je suis absolument convaincue que les citoyens ont une demande de sécurité qui est vraiment une demande politique. Ils veulent qu'on s'occupe de leur sécurité, ce qui est quand même normal. Et donc il faudrait, moi je plaide par exemple pour un Conseil de sécurité de l'Union européenne, que les chefs d'État et de gouvernement se réunissent une fois par an en Conseil de sécurité pour affronter la question du terrorisme, la question des frontières, la question de la Russie, la question de la pacification des crises extérieures, plutôt que de faire uniquement des conseils européens sur les questions économiques, d'avoir un Conseil de sécurité par an, de façon à montrer aux citoyens que l'Europe a deux objectifs et deux seuls, qui est la prospérité de tous, y compris des pauvres, et la sécurité de tous par une politique très active dans la gestion des crises extérieures. Donc voilà, c'est plus facile à dire qu'à faire. J'ai la grande chance d'être une irresponsable, c'est-à-dire je ne gère absolument pas les politiques européennes, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais je crois qu'il y a vraiment tout un débat qu'il faudrait avoir aujourd'hui sur qu'est-ce qu'on a mal fait dans l'Union européenne. Or, le drame du débat européen en France aujourd'hui, c'est soit vous êtes pour, soit vous êtes contre. Non. On peut être parfaitement pour tout en disant il faut changer de braquette, il faut changer la méthode de fonctionnement de l'Union. Et donc je crois qu'il faut avoir ce débat critique, il faut remettre de la politique au sein des politiques européennes, de la politique au sens noble du terme, c'est-à-dire l'organisation de la vie de la cité, réduire les inégalités de richesse à l'intérieur, réduire les
possibilité de menaces à l'extérieur, et je crois que c'est la seule façon pour l'Europe de retrouver peut-être une légitimité auprès des citoyens. Mais je dis peut-être, parce que je termine sur là où j'ai commencé, je crois que l'Europe est en danger, je ne suis pas sûre. Alors, on a malheureusement une séquence, un calendrier qui est très mauvais, puisqu'on est en période électorale en France et en Allemagne, c'est-à-dire les deux pays qui sont censés pouvoir avoir un leadership, au moins minimal, et donc il ne se passera rien, il ne faut rien attendre comme nouvelles idées, nouvelles dynamiques européennes avant la fin des élections françaises, bien sûr, mais la fin des élections allemandes en septembre prochain, donc on va perdre 6 ou 9 mois. Or, dans le monde tel qu'il est, en 9 mois, vous pouvez avoir 2 nouvelles révolutions, je ne sais pas lesquelles, mais si vous prenez les 9 mois derniers, vous avez eu 2 révolutions, le Brexit et l'élection de M. Trump. Donc dans 9 mois, dans un mois, dans un an, dans 9 mois, dans 9 jours, Seigneur, comment souffrirons-nous? Voilà, merci. Alors, je vais prendre des questions, étant entendu qu'il y a des micros. Merci Frédéric. S'il y a des questions, mais j'espère que oui, j'ai vu des têtes qui dodoninaient quand je parlais tout à l'heure. Monsieur là-haut. Paul Arnaud, européen et juriste. Et pardon, je n'ai pas entendu. Juriste. Je me trouve tout à fait d'accord avec vous sur votre ligne de front, de dénoncer l'immobilisme, l'atonie du moins de la politique européenne, qui ne sait pas trop affirmer ses responsabilités, mais pendant ce temps, en fait, il y a comme une image de sablier qui s'infère. Le sablier, ça bascule nord-sud au niveau des pondérations des poids démographiques. Le mouvement continue, et au niveau des batailles, des rivalités économiques, c'est de plus en plus pertinent et essentiel. Alors, je voulais savoir qu'est-ce qui pourrait, selon vous, donner un élan à ces idées d'affirmer, pour affirmer mieux ses responsabilités, notamment, on n'est pas réduit au stade des contingences absolues, telles que celles qui se sont produites avec le Brexit ou l'élection de M. Trump. Est-ce qu'il peut y avoir un crash pétrolier, un événement économique à dimension mondiale qui puisse créer l'événement? L'événement mobilisateur ? Comment ? L'événement mobilisateur ? Oui, et qui nous force à prendre nos responsabilités et sortir de l'immobilisme actuel. Moi, je trouve qu'on en a déjà pas mal. Hein. Si vous trouvez que c'est pas mobilisateur, ce que j'allais dire, nous subissons, mais en fait, on est tous acteurs de ces évolutions du monde. Hein. Il n'y a pas les Européens d'un côté qui subissent et puis les autres qui changent. Non, notre propre attitude vis-à-vis de ces changements fait partie de la possibilité de ces changements. Moi, je trouve qu'on a déjà eu beaucoup de choses, hein, entre l'annexion de la Crimée, l'intervention russe, militaire russe en Syrie, le Brexit, l'élection de M. Trump. Je trouve que ça fait quand même beaucoup d'éléments mobilisateurs. Et je crois que la perception qu'il faut faire quelque chose, qu'il faut changer, elle existe, elle est réelle chez l'ensemble des dirigeants européens. La difficulté, c'est comment, avec qui. Et la difficulté, elle est assez simple. C'est que le problème est à la fois la solution. Comment dire aux citoyens qui votent quand même, hein, comment dire aux citoyens que la seule solution
pour gérer la crise de l'Union européenne, c'est peut-être de faire plus d'Europe à un moment où le sentiment majoritaire en Europe, c'est que l'Europe ne remplit pas sa mission, qu'elle est complice de la mondialisation, qu'elle ne protège pas les frontières, qu'elle fait du dumping fiscal à l'intérieur de l'Union européenne. Vous avez vu maintenant, Madame May va essayer de transformer non seulement la City, mais l'ensemble de la Grande-Bretagne en paradis fiscal. Mais les Italiens font la même chose, essayent d'attirer les grandes entreprises internationales en diminuant l'impôt sur les sociétés. Donc, comment faire quand vous avez tout ça et quand les citoyens savent tout ça parce qu'ils sont quand même informés, comment faire pour dire aux Européens, la seule façon de résoudre les maux européens, c'est de faire encore plus d'Européens. Il y a quelque chose, effectivement, intellectuellement, qui est difficile à faire. Et pour un homme politique, c'est un pari peut-être dangereux que de dire on ne s'en sortira, non pas en faisant plus de nations, mais en faisant, au contraire, plus d'intégration. Mais moi, je crois que autrement dit, pour répondre, je crois que la prise de conscience, elle existe. La prise de conscience qu'on est dans un autre monde, que peut-être le monde va encore changer d'ici quelques années, et que on ne peut pas ronronner, que l'Europe ronronnante est l'Europe qui est perdue et qui non seulement va se perdre en tant qu'institution, mais qui risque aussi d'appauvrir les États membres. Je crois que la prise de conscience, elle existe. La difficulté, c'est effectivement le passage à l'acte. Et je répète, l'année électorale n'est pas une bonne nouvelle pour réfléchir. Mais je crois qu'il y a aussi tout un discours que les Européens pourraient tenir, enfin que les chefs d'État et de gouvernement pourraient tenir, et que certains portent déjà, qui est de dire tout simplement que l'Europe, ça peut avoir une valeur ajoutée dans la mondialisation. Autrement dit, de recoller le discours sur l'Europe avec le discours sur le monde. Ce que très peu font, quand vous regardez en tout cas le paysage politique en France, quand vous regardez le programme européen des différents candidats, il y a un programme européen ou anti-européen pour certaines, mais qui est confiné à l'Europe. Et il y a très peu de volonté ou de tentative de la part de ces candidats de remettre le débat européen sur le débat mondial, c'est-à-dire dans quel monde vivons-nous aujourd'hui? C'est le monde qui a changé, c'est pas simplement l'Europe qui est en crise. L'Europe est en crise parce que le monde dans lequel elle vit a changé. Et je crois qu'il faut arrêter de dire aux Européens que l'Europe, ça sert à réconcilier la France et l'Allemagne et interdire la paix entre les puissances européennes. C'était le discours fondateur. On a dit ça, et ça a été un objectif parfaitement légitime, parfaitement consensuel, que toutes les opinions européennes ont adopté dans les années 50. L'objectif de l'Europe, c'était la réconciliation franco-allemande, le plus jamais la guerre, plus jamais ça. Et c'était un objectif que les gens comprenaient et auquel ils ont parfaitement adhéré. Ça a été un très grand succès. Deuxième objectif qu'on a été obligé un peu de réviser dans les années 90, quand l'Union soviétique s'effondre, quand les pays de l'Est se libèrent, il a fallu trouver un deuxième objectif à l'Union européenne pour convaincre les citoyens qu'il fallait continuer l'aventure. Et cet objectif, ça a été non pas la réconciliation franco-allemande qui était achevée, mais la réconciliation entre les deux parties du continent. La réconciliation Est-Ouest, l'Union européenne, ça servait à réconcilier ces deux morceaux d'Europe qui avaient été séparés pendant 50 ans de guerre froide, l'une moitié occupée, l'autre pas. Et l'Union européenne avait cette mission presque civilisatrice de réconcilier l'Est et l'Ouest dans une même démocratie et dans une même prospérité. Donc la réconciliation Est-Ouest, ça a été le deuxième discours qu'on a inventé pour convaincre les opinions européennes qu'il fallait continuer l'aventure. Ça a marché, mais un peu moins bien. Comme vous le savez, certains pays, certaines opinions, dont la France, étaient réticentes à l'égard de l'élargissement. Et en 2005, comme vous le savez, les Français et les Néerlandais ont dit non à la Constitution qui était censée préparer l'élargissement de l'Union européenne. Mais enfin, quand même, on a essayé de trouver un autre narratif pour expliquer la valeur ajoutée de l'Europe chaque fois que le monde changeait. Aujourd'hui, on est encore dans une troisième étape de ce changement du monde. On n'est plus dans l'après-guerre froide. On est dans un monde que personne n'arrive à définir, dans un monde parfaitement chaotique, parfaitement désordonné, et dans lequel il faut quand même prouver que l'Union européenne a une valeur ajoutée. Donc, ce que nous proposons, Pascal Lamy et moi dans le livre, c'est de dire que l'objectif de l'Europe aujourd'hui dans la mondialisation, c'est de participer,
c'est modeste hein, comme objectif, mais c'est déjà ça, c'est de participer à l'écriture des règles de la mondialisation. Autrement dit, c'est d'être avec les Chinois et les Américains et les Indiens, d'être à la table de ceux qui vont écrire les règles du futur. Et c'est ça l'objectif de l'Union européenne aujourd'hui, ça devrait être ça à notre sens, c'est-à-dire rester suffisamment unis, suffisamment puissants pour peser à la table des négociations. Quand on va écrire les nouvelles règles du commerce mondial, parce qu'il faudra bien un jour qu'on sorte de ce blocage de l'OMC, quand on va écrire les nouvelles règles sur les grandes percées technologiques à venir, qu'il s'agisse de l'intelligence artificielle, des neurosciences, des manipulations génétiques, il faudra peut-être mettre des institutions pour gouverner cela, des principes pour protéger la reproduction de la vie humaine, par exemple, il faut que les Européens soient à la table de ces négociations, etc., etc. Et donc toute l'idée, c'est de trouver un discours qui soit adapté au temps présent. La réconciliation franco-allemande, c'était parfait pour les années 50. La réconciliation Est-Ouest, c'était parfait pour les années 90. Il faut trouver le narratif qui fasse tilt dans la tête des gens et que les gens se disent, mais bien sûr, si on ne fait pas ça, eh bien, dans 10 ans, dans 15 ans, nous allons subir les règles écrites par d'autres au bénéfice des autres. Et ça, c'est un destin quand même que les Européens, après avoir dominé une bonne partie du monde pendant 5 siècles, ne voudront peut-être pas embrasser. Et donc, toute l'idée, c'est de nous proposons ce narratif, l'Europe pour réguler la mondialisation avec les autres. Il ne s'agit pas de remplacer les Américains ou les Chinois, mais d'être à la table de ceux qui vont écrire les règles, réguler la mondialisation et donc agir sur l'évolution du monde plutôt que de subir ces évolutions et en particulier les normes prochaines du commerce mondial, les normes d'Internet. Qui va faire la gouvernance d'Internet ? Si on n'y est pas. Et déjà, on n'a aucune grande industrie européenne on n'a pas de Google européen, donc tout cela, c'est un objectif, et donc je réponds un peu longuement à votre question, qui est de dire, moi je crois que les chocs, ils sont là, on les voit tous les jours, ce qui manque, c'est le choc psychologique, le choc volontariste des Européens, pour essayer de convaincre les citoyens que bien sûr, l'Europe, c'est critiquable, bien sûr que ça marche mal, bien sûr que, etc., mais que c'est la seule façon pour peser dans l'histoire dans les décennies qui vont venir. Oui, monsieur. Il me semble que parmi les maladies dont souffre l'Europe, alors vous avez insisté sur la distance qu'elle a prise par rapport au peuple qui ne se reconnaît plus du tout dans le projet européen, les peuples européens. Mais il y a 2 autres maladies, me semble-t-il, sur lesquelles vous auriez pu peut-être davantage insister. Il y en a une, c'est le défaut de solidarité. Alors vous avez indiqué que récemment, les pays d'Europe centrale avaient refusé de prendre leur quota d'immigrés, de demandeurs d'asile, ce qui est un défaut de solidarité évident. Mais même l'Allemagne n'a pas donné l'exemple de la solidarité. Si on se souvient des années 90-2000, les Allemands ont transféré 100 milliards d'euros par an à l'Allemagne de l'Est pour reconstruire l'Allemagne de l'Est. 1000 milliards d'euros en l'espace de 10 ans. Parce que c'était des Allemands. Et on est frappé quand même de la dureté qu'ont eu les Allemands vis-à-vis de la Grèce, lorsque la Grèce a été en quasi-cessation de paiement il y a 2 ans. Un Grec, c'était pas un Allemand de l'Est, manifestement. Donc ce défaut de solidarité me paraît évident. Et le deuxième défaut, c'est le défaut de leadership. Vous avez parlé des pères fondateurs, il y a un certain nombre de grands Européens qu'on pourrait énumérer. Aujourd'hui, il n'y a plus de grands Européens, il y a qu'un homme politique en Europe, c'est Madame Merkel, et Madame Merkel est fragilisée, elle n'est pas sûre d'être réélue au mois de septembre, elle attend de savoir qui va être son partenaire français, et il y a un défaut de leadership tout à fait évident en Europe, me semble-t-il. Alors, sur le défaut de solidarité, et en particulier sur le cas allemand, moi, je ne suis pas totalement d'accord avec ce que vous dites. Les Allemands, Madame Merkel a hésité entre mars et avril 2011 à l'égard de la Grèce. Et pendant 1 mois, les Allemands se sont dit, après tout, ce serait peut-être mieux que la Grèce sorte de l'euro. Et puis, finalement, les Allemands se sont convaincus, et ont été convaincus par d'autres, et notamment les Français, que ça n'était pas possible, que c'était le remède pire que le mal, et qu'il fallait au contraire tout faire pour que la Grèce reste dans l'euro. Et depuis avril 2011, depuis ce moment
d'hésitation, les Allemands ont été parfaitement solidaires des Grecs. Financièrement, les Allemands ont payé. Il n'y a pas d'autre mot. Les Allemands ont payé et continuent de payer. Et je vous rappelle que l'Allemagne, c'est à peu près 23% du budget de l'Union européenne. Donc chaque fois qu'on donne quelque chose, les Allemands, ça leur coûte 23% de ce qu'on donne. Donc, ce n'est pas un défaut de solidarité financière. Là où je crois on peut critiquer l'Allemagne, c'est pas sur cette solidarité financière qu'elle a joué et qu'elle continue de jouer. Elle l'a joué aussi vis-à-vis de l'Italie, vis-à-vis de l'Irlande, vis-à-vis d'autres pays. C'est sur les politiques d'accompagnement que les Allemands ont exigé pour le remboursement de la dette grecque. C'est pas tellement de la solidarité, ils ont donné l'argent. Là où les Allemands, effectivement, sont critiquables, mais enfin, on peut quand même les comprendre. Hein, quand vous donnez, je sais pas, des centaines de milliards d'euros, vous voulez que ça s'arrête un jour, quand même. Bon. Et les Grecs, pour l'instant, n'ont fait aucune réforme, ni la réforme fiscale qu'ils ont promise, ni la réforme de l'armée, ni la réforme de l'Église, qui est quand même le plus gros propriétaire terrien en Grèce, qui ne paye pas un sou d'impôts. Donc, il y a quand même des efforts que les Grecs devraient faire et qu'ils n'ont pas fait. Et donc, ça énerve les Allemands et on peut comprendre. Mais là où les Allemands sont critiquables, c'est effectivement sur avoir voulu, c'est sur l'extrême rigueur des politiques de remboursement, d'ajustement qu'ils ont imposées aux Grecs. Et là, je dois dire qu'ils n'ont pas été seuls. C'est pour ça que moi, je suis moins sévère que vous à l'égard de l'Allemagne. C'est vrai que les Allemands veulent une politique d'austérité stricte, mais ils sont soutenus par tous les pays, sauf un peu récemment l'Italie et la France qui plaident pour un peu de relance, un peu d'ajustement. Mais la majorité des pays européens ne sont pas sur des politiques de relance, ils sont sur des politiques de maintien de la rigueur, de réforme des déficits publics, d'ajustement des dettes, autrement dit, sur un schéma parfaitement orthodoxe de l'Union européenne. Absolument, ils sont pas. Mais le Fonds monétaire n'attaque pas la position allemande. Le Fonds monétaire trouve que l'Union européenne dans son ensemble a tort, parce que c'est ce que je vous dis, la majorité des pays européens considèrent qu'il faut continuer les politiques de rigueur et que les politiques de relance seraient dangereuses. La seule personne qui tient tête aujourd'hui à Madame Merkel sur le plan de la rigueur, sur l'orthodoxie européenne, c'est le patron de la Banque centrale européenne qui a une politique extrêmement indépendante. Alors il ne s'occupe pas de tout ce dont s'occupe un État, mais la Banque centrale européenne en tout cas, a pris des décisions et a fait des déclarations qui parfois outrepassaient aux yeux des Allemands son mandat, ne serait-ce que pour maintenir la stabilité de l'euro. Et donc moi je suis sévère sur l'Allemagne, mais pas sur la solidarité financière. Ils ont donné, ils continuent de payer et ils veulent être remboursés, ce qui me paraît normal. En revanche, sur l'extrême rigueur de leur position, oui. Mais je vous rappelle, c'était pas seulement les Allemands vis-à-vis de l'affaire Chypre. On a assisté à quand même un scandale absolument incroyable. Les ministres, à un moment, le Chypre fait faillite. Pratiquement toutes les banques chypriotes vont déposer le bilan. Les ministres des Finances de la zone euro se réunissent. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils décident de taxer au premier euro les comptes personnels des gens, de vous et moi, enfin des petites gens, des Chypriotes. Ça a duré 24 heures, parce que là, vraiment, on s'est rendu compte que ça n'était pas possible. Mais donc, là, il y a une espèce de logique financière qui est totalement déconnectée du politique, et qui n'est pas propre à l'Allemagne. Et c'est cette déconnexion, je répète ce que je dis, qu'on insiste beaucoup dans le bouquin, cette déconnexion entre la logique économique et financière et la logique politique, qui fait que parfois, on a l'impression que les dirigeants européens perdent la tête, ne se rendent pas compte de ce qu'ils font et des mouvements de rejet politique qu'ils vont susciter. Sur votre deuxième point, le leadership, ça je vous rejoins, il n'y a pas vraiment de leadership en Europe parce que le couple franco-allemand n'est plus ce qu'il était, parce que je crois que le couple franco-allemand, tout en étant encore nécessaire, n'est pas suffisant. Moi, je pense qu'il faut au moins 4, toujours les 4, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. Il faut ce quatuor, je ne sais pas comment l'appeler, ce quatuor européen, que ça, dans une Europe à 27, c'est un leadership qui peut compter. Ensemble, ces 4 pays, ça fait à peu près 80% du PIB de l'Union européenne, ça doit faire 80% de la démographie européenne, donc c'est vraiment un bloc qui peut peser, et si on arrive à trouver des positions communes entre ces 4-là, je pense qu'on peut avoir une force d'attraction, y compris pour les autres pays moins importants.
Nicole, je voudrais d'abord vous remercier et vous féliciter sur la qualité de votre exposé, qui est absolument remarquable. On est habitué à vous entendre parler avec brio. J'ai une question à vous poser concernant les dangers de l'Europe, celui de la démographie. La population européenne diminue d'une façon très importante, comme la population russe d'ailleurs. Et je voulais savoir comment peut-on remédier à cela? Serait-ce par l'arrivée de flux migratoires de pays étrangers, que ce soit du Sud ou de l'Est? Quel est votre sentiment sur ce point-là qui me semble important? Non, vous avez d'abord merci de vos commentaires et évidemment vous avez raison, la démographie, c'est le pilier de toute puissance, de toute influence. Alors, c'est vrai que la démographie européenne est en diminution. Moi, je parlerai pas de déclin, et en particulier par rapport à la Russie. Les Russes ont un vrai problème de déclin démographique, c'est-à-dire, je crois que le taux de renouvellement, il est de 1,3 enfants par femme en Russie, c'est-à-dire ça ne peut pas assurer le renouvellement. Les Russes ont perdu 10% de leur population sur les 20 dernières années, c'est énorme. Et si ça continue comme ça, on peut s'attendre dans un siècle qu'il n'y ait plus que quelques millions de population russe. D'ailleurs, quand il est arrivé au pouvoir pour la première fois, M. Poutine avait fait de la question de la démographie une question de sécurité nationale. Il a laissé tomber un peu cette question, mais c'est vrai que les Russes ont un vrai problème de sécurité dans le déclin démographique, qui est un problème qui réfère simplement au fait que cette société russe doit être extrêmement malade si plus personne n'a envie de faire des enfants. Pour l'Europe, c'est un peu différent. Sur un siècle, évidemment, nous avons fondu. Quand on regarde le 19e siècle, le moment de la puissance maximale de l'Europe colonisatrice, impérialiste, condamnable, tout ce que vous voulez, mais le grand moment de la puissance européenne, nous étions 22% de la population mondiale, à peu près en 1860. Aujourd'hui, nous sommes 7% de la population mondiale. Et les Chinois sont 22% de la population mondiale. Donc on voit bien qu'il y a un renversement total du monde. Enfin, les équilibres passent complètement de l'Europe à l'Asie. Donc nous sommes effectivement dans une phase de déclin historique, mais qui n'est pas seulement un déclin démographique. Mais bon, donc la population européenne, c'est aujourd'hui 7-8% de la population mondiale, mais on a des situations très différentes, comme vous le savez, d'un pays à l'autre. La France est le seul pays européen qui garde un taux de renouvellement naturel de sa population. Les femmes françaises font en moyenne 2 enfants, donc le renouvellement est assuré, même si ça baisse sur ces 2 dernières années, mais sur 2 ans, c'est pas assez significatif pour qu'on en tire des conclusions. Dans tous les autres pays européens, le taux de renouvellement n'est plus assuré, même dans l'Italie catholique, même dans l'Espagne catholique, surtout en Irlande d'ailleurs. Le taux de renouvellement ne se fait plus et donc on a une situation de déficit démographique, non pas de déclin, de déficit démographique qui a des incidences extrêmement fortes parce que ce déficit, il s'accompagne évidemment du vieillissement de la population européenne. Les Européens, en gros, font moins d'enfants, mais ils vivent mieux. Et donc, il y a de moins en moins d'Européens, mais de plus en plus de vieux Européens. Et ça a des conséquences très précises. D'abord, sur le marché du travail, ça veut dire que la classe d'âge en âge de travailler diminue, puisque vous avez de plus en plus de personnes âgées et de moins en moins de jeunes qui rentrent sur le marché du travail. Donc vous avez une réduction de la classe d'âge en situation de travail et du coup vous avez ce que vous connaissez, mais qui affecte tous les pays européens, un vrai problème du financement de la retraite des personnes âgées. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais ce dont je suis à peu près sûr, c'est qu'il y a 10 ans, il fallait 4 personnes actives pour payer un retraité. Aujourd'hui,
Non, il y a 10 ans, c'était 4. Dans 10 ans, ce sera 2. Il faudra 2 personnes actives pour payer un retraité, c'est-à-dire que nos enfants vont mettre la moitié de leur salaire de côté pour payer éventuellement leur future retraite. Donc il y a quelque chose sur le plan social, sur le plan générationnel et sur le plan de la distribution du travail qui ne va plus marcher parce qu'on a un vrai déficit démographique. C'est l'année dernière, en 2015, en Europe, que le taux de décès, le taux de mortalité, le nombre de morts en Europe a été supérieur au nombre de naissances en Europe. Le tournant, c'est 2015. Donc vous avez raison, il y a un problème. Alors face à ça, qu'est-ce qu'on fait? Alors, évidemment, il n'y a pas de politique commune européenne sur ces questions, il n'y a que des politiques nationales et il n'y a même pas de réflexion commune européenne. Mais la question démographique, c'est une question absolument centrale parce qu'encore une fois, elle a des implications sociales sur le plan du financement des retraites, sur le plan du marché du travail, et elle a aussi des implications politiques. C'est n'injurier personne que de dire que des populations jeunes, ouvertes, dynamiques sont plus créatives que des populations vieillissantes, bourgeoises, revenues de tout, etc. Et donc ce n'est pas par hasard. D'ailleurs, si vous regardez la courbe des prix Nobel, eh bien de plus en plus de prix Nobel sont des Asiatiques et non pas des Européens, parce que on est moins nombreux, on a moins de capacité d'innovation. L'innovation, elle ne se fait pas à 65 ans, elle se fait dans les 25 premières années de la vie. Donc ça a plein d'implications. Et donc comment réagir? Alors, il y a 2 solutions, enfin il y a 3 solutions théoriques. La première solution, c'est d'avoir des politiques natalistes. C'est ce qu'a fait la France depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. La France du Front populaire, puis même le général de Gaulle et tous les gouvernements ont continué des politiques natalistes qui fait qu'en France, les femmes travaillent et ont des enfants. Et on est à peu près le pays en Europe où, entre guillemets, la vie est le plus facile pour les femmes qui travaillent et qui ont des enfants. En Allemagne, comme vous le savez, il y a très peu de crèches, il y a très peu de structures pour accueillir les enfants, donc très peu de femmes travaillent. Donc, mais on pourrait imaginer qu'une façon de réduire ce déficit démographique et de ramener des jeunes sur le marché du travail pour payer les anciens, eh bien, c'est de faire des enfants, donc d'avoir des politiques vraiment natalistes, de soutien aux femmes, à l'emploi des femmes, etc., etc. C'est une possibilité. En France, en tout cas, c'est le cas. J'espère que ça va durer. Ça dépend du choix politique des autres gouvernements. Il y a une deuxième possibilité que je cite pour des raisons théoriques, parce qu'elle existe. Elle n'existe que dans un seul pays au monde, avec succès d'ailleurs, mais elle existe au Japon. Les Japonais, qui sont, eux, alors en déclin démographique encore plus que les Russes, ont une politique très claire, c'est de dire la robotisation va pallier le déficit démographique. Donc les Japonais ont investi, comme vous le savez, dans les robots, dans les nouvelles technologies, ils sont absolument géniaux. Pourquoi? Parce que c'est un acte politique délibéré, non pas de faire des enfants, donc pas de politique nataliste, non pas de faire venir l'immigration, surtout pas. Le Japon est un pays de l'immigration, de refus de l'immigration, mais la robotique, la robotisation pour les tâches ménagères, pour les tâches industrielles relativement faciles, et c'est un choix délibéré des Japonais qui marche très bien depuis une dizaine ou une quinzaine d'années. En Europe, je vois mal qu'on décide de faire une grande politique européenne commune de robotisation, mais après tout, c'est une solution. Et la troisième solution, il n'y en a pas d'autre, c'est l'appel à l'immigration. Il n'y en a pas d'autre. Soit on fait des enfants et on arrive à compenser des besoins sur le marché du travail, soit on fait appel à l'immigration. Et là, on retombe sur un problème politique que l'on connaît tous en ce moment, c'est que l'immigration, elle est absolument nécessaire et elle est absolument refusée, ou en tout cas, elle fait peur à une majorité de nos citoyens, de nos concitoyens européens. Mais je crois qu'il ne faut pas se cacher les choses. L'avenir de notre prospérité, la saturation du marché du travail en Europe, quel que soit le pays européen, y compris en France où pourtant on a ce renouvellement démographique qui est assuré, c'est de faire appel à l'immigration. Et donc après, la question qu'on se pose, c'est quelle immigration ?
Est-ce qu'il faut une politique européenne commune? Est-ce qu'il faut une immigration choisie, comme au Canada? Est-ce qu'il faut des quotas par métier, faire venir des médecins ou des infirmiers plutôt que des professeurs ou je ne sais quoi? Mais tout ça, après, ça devient de la politique contractuelle. Mais il n'y a pas 36 solutions pour pallier le déficit démographique. C'est soit des politiques natalistes, soit des politiques technologiques, enfin d'appel à la technologie, soit l'appel à l'immigration et donc l'accueil de ces populations immigrées. Non, monsieur, une dernière et après... Merci. Bon. Vous avez pas... Enfin, est-ce que vous pourriez évoquer un petit peu qu'est-ce qu'il faudrait modifier dans les institutions européennes pour que les faiblesses qu'on connaît aujourd'hui et les forces qu'on pourrait développer demain puissent être effectives? Parce que vous avez dit que l'Europe ne fait pas grand-chose, mais l'Europe, c'est qui aujourd'hui dans le contexte du cadre légal, juridique de l'Europe, c'est-à-dire du traité? Il y a un certain nombre de secteurs pour lesquels aucune compétence ne sont dévolues à l'Europe, et donc ce sont les États. Oui, bien sûr. Et notamment toute la partie défense. Donc, vous avez évoqué dans les solutions possibles. Enfin voilà, vous avez compris ma question. Oui, non, les traités établissent à peu près clairement ce qui relève de la compétence de la Commission, ce qu'on appelle la Commission européenne, et ce qui relève de la compétence nationale. Ça, c'est à peu près clairement, on appelle. Donc la Commission a des compétences exclusives. Par exemple, sur le commerce extérieur, c'est la Commission qui fait le commerce extérieur de l'Union européenne. À l'OMC, vous avez le commissaire européen, c'est lui qui parle. Tous les autres États sont là, évidemment, mais c'est le commissaire qui représente la politique extérieure commune. Donc le traité dit très clairement ce qui relève des compétences de la Commission et ce qui relève de la compétence des États. La défense, c'est les États. La fiscalité, c'est les États. La santé, l'éducation, la culture. Il y a énormément, pratiquement toutes les politiques restent nationales. La difficulté, c'est qu'entre les deux, il y a des compétences partagées. Elles sont partagées entre les États et la Commission. Et c'est là où il y a effectivement flou, bagarre et finalement paralysie du système. Moi, je crois qu'il faut, et ça c'est une idée qu'on trouve chez beaucoup de spécialistes de questions européennes et beaucoup de responsables politiques, c'est-à-dire qu'il faudrait que l'Union européenne fasse uniquement ce qu'elle fait mieux que les États. C'est-à-dire ce qu'on appelle la subsidiarité, mais c'est-à-dire qu'on définisse la liste des choses qui doivent être faites par l'Union européenne et des choses sur lesquelles elle devrait arrêter de s'occuper. Alors, je sais, c'est toujours l'exemple que l'on prend, mais pourquoi l'Europe passe-t-elle des heures à faire la taille des camemberts? Pourquoi l'Europe passe-t-elle des heures à dire que la chasse sera de tel jour à tel jour et pas de tel jour à tel jour? Et les fonctionnaires de la Commission ont tous les arguments pour vous expliquer que c'est fondamental pour le fonctionnement du marché unique, parce que si les camemberts sont différents, ça fait des entorses au principe de libre circulation des marchandises, parce que si les jours de chasse sont pas les mêmes dans tel ou tel pays, c'est pas bon pour la protection des espèces aviaires. Il faut qu'il y ait une... Bon bref, il y a énormément d'arguments pour expliquer pourquoi la Commission fait les choses. Comment il s'appelle? Jean-Claude Juncker, qui est le président de la Commission, raconte une histoire très drôle, très drôle, tragique pour certains. Il y a quelques mois, dans son cabinet, il avait lu un certain nombre de rapports sur le problème de l'eau potable, la raréfaction de l'eau potable dans le monde, et peut-être un jour, l'eau aussi serait un problème pour l'Europe, parce qu'elle est de plus en plus polluée, etc., etc. Et donc, après avoir lu tous ces rapports, il dit, un jour, comme ça, dans une réunion de cabinet, à la fin, je dis, écoutez, à propos, j'ai l'impression qu'il faudrait qu'on regarde quand même le problème de l'eau, la distribution de l'eau en Europe, parce qu'il y a peut-être soit un problème sanitaire, soit un problème économique, de monopole, etc. Bon, est-ce que vous pourriez regarder? Mais je crois que c'est surtout un problème sanitaire. Et donc tout le monde lui dit oui, 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 oui. Et
3 semaines ou 2 mois après, je ne sais plus, le commissaire revient et ils avaient fait toute une structure sur le diamètre nécessaire des pommeaux de douche, le diamètre nécessaire des robinets. Parce que effectivement, si on veut que l'eau potable soit la même partout, eh bien, il faut que les tuyaux qui amènent cette eau soient harmonisés partout pour ne pas favoriser. Bon, c'est un peu les excès, je plaisante et je me fais l'avocat du diable de ceux qui dénoncent l'incurie européenne, mais je crois qu'effectivement il y a un certain nombre de choses sur lesquelles la Commission européenne devrait moins travailler et un certain nombre de choses qui devraient être les priorités. Je crois que le Conseil européen devrait donner par an 2 ou 3 priorités avec un calendrier de résultats. Erasmus par exemple, c'est une chose formidable pour les étudiants de pouvoir passer quelques mois dans un autre pays que le leur pour achever leur étude en 4e année. Mais c'est 2% des étudiants européens et c'est les privilégiés, c'est les enfants de ceux qui peuvent payer 3 mois à l'étranger. Donc un Erasmus démocratique, un Erasmus européen, ça voudrait dire multiplier par 50 le budget d'Erasmus. Ça, c'est une décision que peut prendre l'Européen. Il faudrait non pas que les élèves de master puissent faire leur Erasmus, mais que tous les apprentis puissent, par exemple, faire un stage dans un autre pays européen. Ça serait des décisions concrètes pour montrer que l'Europe a une efficacité réelle sur la vie quotidienne des gens. On a beaucoup parlé d'un Erasmus pro, c'est-à-dire pas seulement pour les étudiants, mais également, encore une fois, pour les licences professionnelles, pour les apprentissages, etc. Mais on ne le fait pas. Donc je crois qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles l'Europe pourrait être beaucoup plus efficace, mais il faut, comme toujours, que les chefs d'État donnent le là. La Commission européenne n'est pas un organe politique. Elle ne peut pas prendre des décisions, elle peut faire des propositions, mais elle n'est pas non plus dans un mood de prise d'initiative. Et donc il faut que ce soit les nations, les chefs d'État et de gouvernement qui, de façon très volontariste, disent donc ben voilà, on va faire un Erasmus multiplié par 100, on va multiplier le budget, on va réduire d'autres budgets, peut-être celui de la politique agricole commune, pourquoi pas, ou on va augmenter le budget européen. Pour l'instant, il y a une règle non écrite qui est de dire que le budget européen est égal à 1% du PIB de l'Union européenne. C'est ridicule, 1% du PIB de l'Union européenne. Si on décidait ne serait-ce que le budget européen doit être à 2% du PIB de l'Union européenne, ça libérait une masse d'argent que l'on pourrait réutiliser pour des politiques utiles. Moi, je ne suis absolument pas pessimiste sur le fond. Je ne crois pas que l'évolution du monde, que l'évolution de la mondialisation soit antinomique avec la construction européenne. Ça n'est pas le cas. Au contraire, je crois qu'au contraire, plus le monde est complexe, mondialisé, intégré, plus on a besoin de faire masse pour peser par rapport aux autres pays puissants de la mondialisation. Donc il n'y a pas d'antinomie du tout. Il y a plutôt, je dirais, une antinomie entre les petites nations européennes et les grandes puissances de la mondialisation. La France, par exemple, qui est une grande puissance que je révère, qui est une grande puissance nucléaire, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui fait partie des 5 grandes puissances mondiales. La France, c'est 1% de la population mondiale, 1% de la population mondiale, c'est 4% du PIB mondial et c'est 1% du territoire émergé de la planète. C'est rien. 1% de la population, 4% du PIB. La Chine, c'est 22% de la population, 20% du PIB mondial. Donc voilà. Donc moi je crois qu'il y a au contraire que l'Europe est la condition de survie des nations. Je crois que c'est la condition de survie des nations. Mais pour ça, il faut revoir la copie, comme on dit dans cette auguste maison. Je vous remercie beaucoup. Alors, le mois prochain, nous avons un orateur formidable, un homme d'une culture immense, d'une élégance intellectuelle absolument phénoménal, qui est un ancien Premier ministre italien, qui s'appelle Enrico Letta. Il est également, il a démissionné du gouvernement en 2014. Il est aujourd'hui, comment dit-on, président de l'École internationale de Sciences Po. Oui, président, Dean, président de l'École internationale. Comment on dit? J'entends pas.
directeur de l'École internationale de Sciences Po, président de l'Institut Delors, et c'est un homme absolument extrêmement francophone, francophile. Il vient de sortir un livre, alors pas en italien, pas encore en français, mais qui va sortir en français, qui s'appelle Contre vents et marées, et qui est un plaidoyer pour que l'Europe s'occupe des gens. Ça a l'air tout bête de dire ça, mais pour que l'Europe s'occupe des gens, et en tant qu'ancien Premier ministre italien, c'est une voix beaucoup plus autorisée que moi pour en parler. Donc venez, je crois que c'est le 20 avril. Voilà, c'est le jeudi 20 avril et ce sera une belle séance. Merci à vous, bon week-end.